signature de contrat de fourniture d'énergie entre l'État de Côte d'Ivoire et le Mali. Le document a été paraphé ce matin. « 400 millions de francs, c'est l'appui financier de la Banque africaine de développement à la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation pour ses activités de sensibilisation. En Afrique du Sud, Nelson Mandela va mieux, c'est l'annonce officielle, mais il reste à l'hôpital où il a passé les fêtes de Noël avec sa famille. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. On ouvre ce journal avec la signature d'un contrat de fourniture d'électricité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La Côte d'Ivoire s'engage à approvisionner le Mali dans le cadre d'une interconnexion. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Mines et de l'Énergie. Juliette Ouéa, compte rendu. Un pas de plus vers l'intégration sous-régionale ouest-africaine. La Côte d'Ivoire s'engage à travers la compagnie ivoirienne d'électricité et Synergie à fournir de l'électricité à l'État malien, d'une puissance minimale de 30 MW en période de pointe à 100 MW en hors pointe. Cette énergie va alimenter de façon continue et à moindre coût les localités maliennes de Sikasso, Koutiala et Ségou. Nous, notre grand souhait est que tous ces grands projets soient réalisés, voient le jour, pour la plus grande satisfaction, pour le plus grand bonheur du peuple malien et aussi certainement du peuple ivoirien. L'ambition de la Côte d'Ivoire, l'ambition du président Alassane Ouattara, réaffirmée à l'occasion du séminaire des mines du pétrole et de l'énergie organisé en 2011, est de faire de la Côte d'Ivoire le plus grand marché de l'énergie de l'Afrique subsaharienne. Le séminaire national sur l'énergie 2012 a permis dans le cadre de cette ambition de doter le secteur de l'électricité des plans d'action et d'investissement sur la période 2012-2030 pour ainsi permettre de faire face à l'ensemble de nos engagements en matière de fourniture d'énergie, aussi bien sur le plan national que dans la sous-région. Le projet d'interconnexion Côte d'Ivoire-Mali est estimé à 134 millions de dollars américains, soit environ 67 milliards de francs CFA. La cérémonie d'inauguration de la ligne d'interconnexion, initialement prévue pour le 18 décembre dernier, est désormais repoussée au 4 janvier 2013. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire et les forces armées libériennes poursuivent leurs manœuvres militaires conjointes le long de la frontière entre les deux pays. Objectif, pacifier la région et sécuriser les populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Compte rendu à Boussanogo. C'est la localité de Prolo qui a accueilli le lancement de la manœuvre militaire conjointe ivoiro-libérienne. Honneur militaire, danse folklorique pour accueillir les hautes autorités militaires des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Après la civilité d'usage, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko, s'est fait expliquer le dispositif du détachement des fusiliers commando marins Fumaco de la marine nationale ivoirienne et le type d'exercice pour les opérations de sécurisation avant de rejoindre son homologue, le général Souraï Abdourahman, chef d'état-major général des forces armées libériennes sur le territoire libérien. Le lancement de la manœuvre militaire conjointe s'est ensuite effectué par les marines nationales du Libéria et de la Côte d'Ivoire sur le plan d'eau du fleuve Cavali avec les deux chefs d'état-major à bord des Zodiacs, des escouades des deux marines. À travers cette opération conjointe, nous voudrons montrer les excellentes relations qu'il y a entre l'armée du Libéria, les forces armées libériennes et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Évidemment, cette opération conjointe que nous faisons est pour ramener la sécurité dans la région au profit de nos deux populations. Cette manœuvre militaire conjointe se déroulera dans la zone comprise entre Taï et Touleplu du côté ivoirien d'une part et celle allant de Gleu-Tempo à Toeton en territoire libérien d'autre part. Elle fait suite à l'exercice militaire conjoint franco-ivoirien Aquaba. Toutes ces opérations militaires participent de la formation des soldats ivoiriens et de la consolidation de la cohésion armée-nation par des actions civilo-militaires et ce avec l'appui de l'ONUCI et de la MUNUL. Les manœuvres prendront fin le 3 janvier 2013.
On reste au même chapitre, mais on s'intéresse à la formation. Une délégation ivoirienne a visité les grandes écoles de formation des forces armées du Sénégal pour se rendre compte de la formation dispensée à la fois aux hommes et aux femmes soldats. Le modèle sénégalais a fini par convaincre les Ivoiriens. C'est ce que nous dit Justine Dikessey. Suivez son reportage. La délégation ivoirienne, composée de représentants de la gendarmerie, de l'armée, de la société civile, du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève, de l'ONUCI et de la directrice de l'égalité et de la promotion du genre, a fait le tour des forces armées sénégalaises, notamment les états-majors, les écoles de formation situées à plus de 200 km de Dakar. À l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale de Fatick, les femmes subissent la même formation physique et intellectuelle que les hommes. Ici à l'école, on n'a pas vraiment de difficultés par rapport à l'intégration des filles à la formation. Ils font tous la même chose. Et j'avoue que c'est l'un de mes points de satisfaction. Les filles ont tenu comme les hommes. L'école de formation militaire de Kaolack, à vocation sous-régionale, reçoit autant les hommes que les femmes. La dynamique et la discipline des forces armées sénégalaises ont fini par convaincre la délégation ivoirienne, qui a d'ailleurs reçu un accueil chaleureux partout où elle est passée. C'est une évolution, personne ne peut y échapper. Et je souhaite ardemment que notre pays s'ouvre sur l'intégration du genre. C'est déjà fait. C'est seulement à la gendarmerie où on est encore très un peu les pieds, mais ça va aller, on n'a pas le choix. Et je souhaite que ça aille très vite et très bien. L'armée sénégalaise a osé, malgré les pesanteurs socio-culturelles qui tendent à se dissiper. Elle a fait un bond qualitatif en matière de prise en compte du genre. La Côte d'Ivoire pourrait s'en inspirer. Aujourd'hui, nous comptons au moins 15% d'officiers en santé militaire, donc d'officiers femmes. Donc c'est une expérience relativement jeune. Mais nous pensons que c'est possible de la réussir si on en a la volonté. Et je vous le disais tantôt, je suis persuadé, j'ai même l'intuition que la Côte d'Ivoire réussira l'intégration des femmes dans les forces armées. S'appuyant sur les résultats de cette mission de 6 jours à Dakar, financée par l'ONUCI, le Conseil national de sécurité a de la matière pour la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire. On parle maintenant de la promotion du tourisme. Un nouveau réceptif hôtelier pour la Côte d'Ivoire, c'est l'hôtel Onomo Abidjan Airport. Il a été inauguré par le ministre du Tourisme, Roger Kakou. Cet hôtel, situé à proximité de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, contribuera au renouveau de la Côte d'Ivoire. Marie-Laure Ngoran, reportage. Le ministre du Tourisme, dont le top départ des activités de l'hôtel Onomo Abidjan Airport. Classé 3 étoiles internationales, l'hôtel ouvre ainsi ses portes à Abidjan, après Dakar et Libreville. Nous sommes là les premiers dans cette nouvelle phase qui s'écrit en Côte d'Ivoire et nous sommes également les premiers à s'inscrire dans ce grand projet d'aménagement de la zone aéroportuaire. Cet hôtel s'inscrit dans le patrimoine touristique de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons qu'avec l'appui de tous, il connaisse le plein succès. Coût de réalisation de l'hôtel, 7 millions d'euros, soit 4,6 milliards de francs CFA. Pour le ministre du Tourisme, l'hôtel, situé à proximité de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, contribue à l'embellissement de l'environnement aéroportuaire, également au renouveau économique de la Côte d'Ivoire, avec la création de 50 emplois. Votre établissement hôtelier va renforcer la capacité d'accueil et d'hébergement de notre capitale économique. Le ministre du Tourisme que je suis apprécie fortement que la vision du chef de l'État de faire du tourisme une priorité nationale, de construire 10 à 15 hôtels de standing et d'attirer 500 000 touristes par an à l'horizon 2015 est bien compris de nombreux investisseurs. L'hôtel a été conçu par des architectes ivoiriens.
Un mot du partenariat public-privé. Le développement des infrastructures reste l'une des priorités des autorités ivoiriennes. Le secteur des transports est plus que jamais au centre des préoccupations, notamment le rail. Grâce au partenariat public-privé, le transport ferroviaire qui a fait les beaux jours de l'intégration économique va connaître un autre essor. Des investissements sont prévus par la société de transport ferroviaire. Les détails avec Lansine Ouattara. En renforçant son parc de 97 wagons neufs en octobre dernier, la Citarail, société de transport ferroviaire, vient satisfaire à la très forte demande des pays de l'Interland, mais aussi et surtout repositionner la Côte d'Ivoire et son port. En plus de ce matériel, des investissements sont prévus pour l'année 2013. Nous avons l'ambition d'acquérir 4 locomotives supplémentaires. Et pour ce qui est des infrastructures, nous avons un programme d'investissement que nous devrons mettre en œuvre à partir de 2013 avec le soutien des États. Dès l'année prochaine, nous espérons que les travaux vont pouvoir démarrer afin, comme je l'ai dit, de sécuriser la voie et d'offrir une capacité de transport beaucoup plus importante aux opérateurs de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Interland, qui sont très demandeurs du transport ferroviaire, qui a l'avantage, je dirais, d'être sécurisant, rapide et fiable. L'entreprise a repris cette activité après 10 ans de difficultés grâce à des employés qui ont su apporter leur soutien. C'est pour saluer cette détermination et la volonté à œuvrer pour la pérennité de cette entreprise que les dirigeants ont tenu à récompenser des employés appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Médaille grand or, vermeil et argent en présence de l'ex-ministre et ex-directeur général Abdelaziz Thiam pour ces cheminots ayant consacré pour certains 40 ans de leur vie. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa, a présidé en personne la cérémonie de décoration des 77 cheminots en compagnie du ministre des Transports, Gaoussou Touré. Ce sont 40 ans de fidélité à une entreprise, au rail, outil de développement et d'intégration sous-régionale. Autre projet de développement du secteur du transport ferroviaire, la construction d'un chemin de fer reliant la ville portuaire de San Pedro à celle de Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire avec l'appui du secteur privé. Et on peut le dire, tout est bien qui finit bien. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a mis fin à la crise entre armateurs et concessionnaires du port de pêche. Il les a invités à s'accorder sur un prix fixe. Les précisions de Fatou Fofana. La dernière crise née entre les armateurs et le concessionnaire de la halle de Crié, qui a perturbé les activités commerciales des produits halieutiques au port de pêche d'Abidjan, vient de prendre fin. Grâce à l'intervention du ministre Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, la paix est revenue entre les différents acteurs de la pêche locale. C'était le mercredi 6 novembre à la salle de réunion de la direction du port de pêche. Il a invité le concessionnaire et les armateurs à s'accorder sur l'essentiel pour que le prix du poisson ne soit pas trop élevé pour le consommateur. Il a aussi recommandé que la procédure d'attribution de la gestion de la halle de Crié soit revue afin de permettre à d'autres structures de prendre part à la compétition. Mori Kamara, responsable de la nouvelle Crié du port de pêche, se réjouit de l'issue de la rencontre avec le ministre Adjoumani et les autorités portuaires. Je vous l'annonçais dans les titres, la Banque africaine de développement met à la disposition de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation 400 millions de francs pour la prise en charge des activités de sensibilisation de cette institution. La signature de convention s'est déroulée au ministère chargé de l'économie et des finances. Jean-Jacques Kwame Alla. 400 millions de francs CFA, c'est le montant de l'appui de la Banque africaine de développement BAD et du Fonds africain de développement FAD au gouvernement ivoirien dans le cadre du renforcement du mécanisme de financement des activités pour la promotion de la paix et la réconciliation nationale. Signataire, au nom de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, le président Charles Kounabani a réitéré l'engagement de la CDVR à œuvrer davantage pour une réconciliation réussie. Il a annoncé d'importantes décisions dans les jours à venir. À compter du 26 décembre, nous avons lancé la consultation nationale et va concerner un échantillon représentatif de la population de près de 40 000 personnes à qui nous allons demander quel est leur point de vue, entre autres questions. Comment ils voient la réconciliation, comment ils souhaitent qu'on le fasse. La ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, Nialé Kaba, a relevé pour sa part la priorité que constitue le processus de réconciliation dans l'action gouvernementale. Je voudrais ici pouvoir compter sur votre parfaite coopération
afin de contribuer à la réussite de la mission de la Commission et également à la performance du projet pour nous assurer l'accès à des financements plus importants de la banque. Notons que cette contribution de la BAD et du Fonds africain de développement FAD, processus de normalisation en Côte d'Ivoire, se matérialise à travers le programme d'urgence pour la restauration des services sociaux et administratifs de base dans son volet renforcement des capacités de l'administration publique. Au total, ce sont environ 4 milliards de francs CFA d'appui qui ont été affectés à ce projet sur les 72 milliards du programme d'urgence. Le bassin du Gourou, communément appelé Carrefour de l'Indenier, va être assaini pour le bien-être des populations, et cela dans le cadre de la salubrité de la ville d'Abidjan. Un projet de gestion a été mis en place à coût de l'investissement, 17 milliards de nos francs, financé par la Banque africaine de développement. Fatou Fofana pour les détails. Une forte odeur, des mouches et même des moustiques en plein jour, des déchets de toutes sortes, c'est le spectacle que l'on peut voir et surtout sentir aux alentours du bassin du Gourou, communément appelé Carrefour de l'Indenier. Pour connaître la provenance de tous ces déchets, il suffit de se tourner vers les communes voisines, Abobo, Adjamé, Deux Plateaux, Williamsville. Un projet de gestion du bassin a été mis en place pour trouver une solution à ce problème. Sa première phase, dénommée phase d'urgence, a été lancée ce lundi en présence des populations riveraines. Coût de l'opération, 17 milliards de francs CFA financés par la Banque africaine de développement, BAD. Le ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a souligné l'importance du volet formation, éducation et communication auprès des populations. L'État a fait un effort important cette année en décaissant près de milliards qui n'étaient pas budgétisés pour donc procéder à l'élargissement du bassin qui se trouve derrière nous. Et vous voyez avec nous que ce bassin est chargé de détritus, de déchets solides. Il faut que les populations comprennent que les efforts sont faits par l'État, mais que ces efforts méritent d'être encouragés et que les ouvrages méritent d'être entretenus. Le bassin du Gourou s'étend sur plus de 100 km² et traverse plusieurs communes. Les populations de ces zones sont les premières concernées par les travaux qui démarrent bientôt. Dans notre quartier, il y a un problème d'inondation, et puis il y a les dépôts sauvages, et puis le problème de drainage aussi. Bon, nous allons sensibiliser notre population pour ne pas jeter les ordures dans l'eau et puis pour ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. Dans nos quartiers, les eaux sales qui s'arrêtent devant chez nous, qui ne vont pas. Ça envoie les maladies. Le palu, la fièvre typhoïde, le rougeole, des boutons, des gales. La phase d'urgence du projet sera suivie dans quelques mois de la phase principale avec des objectifs plus amplifiés, mais toujours soucieux de provoquer chez les populations la prise de conscience pour une meilleure participation à la gestion de leur milieu de vie. La BAD a remis les clés de 2 véhicules au ministre Mamadou Sanogo afin de permettre aux différentes équipes d'aller plus facilement vers les populations concernées par cette phase dite d'urgence. Au chapitre santé et pour faire face à la pénurie de sang, la Banque de sang entreprend des visites dans les entreprises afin de sensibiliser les travailleurs aux dons de sang pour sauver des vies. Le point avec Victorien Ngouachi. La banque de sang se meurt en raison du manque de poches de sang. Or, la demande est de plus en plus croissante. Pour parer à toute éventualité en cette fin d'année où la demande est forte, le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, a décidé d'aller au contact des populations pour faire face à la pénurie de sang. Dans un souci de toucher rapidement le maximum de personnes, le CNTS a pris attache avec plusieurs entreprises de Côte d'Ivoire pour un partenariat de longue durée. Une collecte de sang a été organisée à Sania en collaboration avec la direction de l'entreprise. Les employés, voyant l'importance du don de sang, ont pris part massivement à cette collecte. Je pense que c'est une très bonne chose, quand on sait qu'il y a un besoin énorme en sang, en don de sang justement, dans les hôpitaux et tout ça. C'est pour vraiment aider les gens. L'importance du don de sang, sauver les vies humaines pour la bonne cause. La campagne a aussi un but de sensibilisation car la majeure partie de la population hésite à donner son sang. Au sein de l'équipe qui se déplace, nous avons des médecins. Toutes les informations qu'ils veulent, qu'ils viennent, nous leur donnerons. Ils n'ont pas à avoir peur.
Notons que la collecte de sang à Sania s'est tenue 2 jours durant. Plus de 100 poches de sang sain ont été recueillies. La caravane du CNTL se poursuit dans d'autres entreprises. Le message de paix, de réconciliation nationale et pour la reconstruction post-crise du pays lancé par le président Alassane Ouattara porte ses fruits. Le doyen des planteurs d'Issanwi, Bléoué Aka, veut jouer sa partition. Il vient d'offrir 3 classes de primaire au village d'Étian. C'est dans la sous-préfecture d'Abouasso, coût estimé 20 millions de francs. Marie-Longoran. De nouvelles salles de classe à l'EPP Eyan dans la sous-préfecture d'Abouasso. L'œuvre est du doyen des planteurs de Saint-Louis, Bléoué Aka. Les salles de classe offertes par le doyen des planteurs de Saint-Louis vont du CPE1 au CE1. Elles sont toutes équipées de bancs, de tableaux et bien d'autres manuels scolaires. Coût total de cette réalisation, 20 millions de francs CFA. Le plan n'arrête pas beaucoup. S'il a dit, je connais A, B, C, D, et je m'ai dit, mais c'est pas le faire. C'est qui me dit, vous n'avez pas papier, pas papier. C'est pas papier, vous n'avez pas papier. Mais attention, c'est mon pic, ma tête. Si vous n'avez pas papier, je vais faire. Ces dons viennent à point nommé et vont permettre aux parents de ce village de scolariser leurs enfants sur place. Depuis un certain moment, nous ne bénéficions pas de salle de classe, ce qui fait que nous avons des échecs, des abandons. Le doyen Bléoué Aka Georges nous fait une offrande de 3 salles de classe. En tout cas, nous en sommes très fiers, nous sommes très heureux. Avec ce nouveau cadre agréable, obligatoirement l'amélioration des conditions d'apprentissage, ça améliore automatiquement les résultats. À Bosso, nous avons besoin de beaucoup de personnes de ce type, un peu dans le genre de Bléoué Aka, qui aiment sa région, qui aiment développer sa région. C'est pourquoi vous m'avez vu à ses côtés. Les personnalités présentes à la cérémonie ont invité les cadres d'Abouasso à s'unir autour du doyen des planteurs du Saint-Louis pour concrétiser la volonté du chef de l'État, participer donc à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Pour Bléoué Aka, c'est un geste à renouveler afin de favoriser l'accès de l'école à tous. La campagne de la solidarité est relancée. La ministre de la Solidarité et de la Famille, de la Femme et de l'Enfant était à Godiboué, dans la sous-préfecture de Sago. Le 25 décembre dernier, Anne-Désirée Ouloto s'est rendue dans cette localité pour apporter le soutien du gouvernement ivoirien à 50 veuves et orphelins de la crise post-électorale. Aller à Godiboué, village Godier, situé à 80 km de Sassandra, dans la sous-préfecture de Sago, est un véritable calvaire. Pour décider d'y aller, il faut avoir une bonne raison, la solidarité. En cette fin d'année, la personne la mieux placée pour témoigner de la solidarité du gouvernement ivoirien envers les populations de Godiboué est la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme, de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto. Le chemin semble interminable pour tous les visiteurs, tellement l'état de la route est défectueux. Main déterminée, la ministre avance pour apporter le soutien et le sourire aux populations endeuillées de la crise post-électorale de 2011. Le sens de notre présence ici, c'est de vous dire que ce que le président souhaite, avec vous, ses frères et sœurs de Sago, avec l'ensemble des Ivoiriens, c'est ce nouveau pacte de solidarité autour de la nation ivoirienne. Une solidarité active, une solidarité agissante, pour que chacun des Ivoiriens, quelle que soit sa position sur le territoire ivoirien, puisse compter à tout instant sur le président de la République. Et vous avez le droit de compter sur lui. Le village de Godiboué a été l'une des victimes de la barbarie de certains groupes armés en fuite dans cette région de la Côte d'Ivoire. Dans leur progression, ces hommes ont fait escale dans ce village et tué 87 hommes, faisant ainsi 50 veuves et plus d'une centaine d'orphelins. Selon les informations fournies par le ministère de la Solidarité et corroborées par les témoignages des populations. Et devant moi, ils ont attaché mon mari et ils sont partis avec lui. Et depuis ce jour, on ne l'a plus vu. On vit difficilement, ma rivale et moi. Et ce qu'on fait pour vivre, on nourrit nos enfants. Elles vendent des chassés. Mais ce qu'on veut, nous les veuves, on n'a qu'à faire un effort pour nous amener quelque chose au moins. Et chaque veuve, elle va se débrouiller à vendre. Et dans ça, on peut mettre nos enfants à l'école. En plus de Godiboué,
les villages de Adebem, Tripoku, Nyogrubwe, Gobroko et Segrebu ont été attaqués par ces hommes armés. Ces attaques ont été menées le 12 mai 2011 et ont fait au total 157 morts dans les 5 villages que compte le canton de Sago. Loin des arbres de Noël ordinaires et des repas somptueux des grandes villes, Andésiré Ouloto a choisi de se rendre à Gojibwe pour partager un repas de Noël avec ses veuves, ses orphelins, en plus des cadeaux qu'elle a distribués aux enfants. Elle a aussi rendu visite aux veuves et offert la somme de 300 000 francs pour les soutenir dans leur affliction. Je suis venu te saluer, pour juste ne pas pleurer, que tu peux compter sur le président Alassane Ouattara. Je suis ta fille aussi, tu peux compter sur moi. Ce qui t'est arrivé là, ça ne doit plus arriver en Côte d'Ivoire. Et il faut que tu réussisses à pardonner à ceux qui ont fait ça, pour que ceux qui sont partis aient la paix là-bas. Il faut pardonner, pour que ça ne se reproduise plus. Touchée par ce geste, veuve Nadie Animi a lancé un appel pour la réconciliation de tous les Ivoiriens et souhaitait que de telles atrocités ne se reproduisent plus à Gros-Jiboué et partout en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Zani Gabriel. La lutte contre l'alcool au volant au moyen de l'éthylotest était au centre d'une conférence qui s'est déroulée vendredi. Le but était de sensibiliser les populations par l'entremise des journalistes. Reportage Patricia Oumouetia. L'obligation de toujours disposer d'un éthylotest fait partie d'un ensemble de mesures préventives destinées à lutter contre l'alcool au volant. À travers l'Office de sécurité routière, OSER, une formation a été initiée avec la presse sur l'utilisation de l'éthylotest. C'est une technique d'évaluation de l'alcool dans le sang à travers la concentration de l'air expiré dans un appareil. Il s'agit de changer les mentalités en incitant chacun à s'autocontrôler, message lancé aux proches du conducteur pour qu'ils deviennent acteurs de la sécurité routière en vérifiant que le taux légal autorisé de 0,8 g par litre de sang ne soit pas dépassé. À l'approche des fêtes de fin d'année, on note un pic pour ce qui concerne en tout cas les accidents de la route. Très souvent, cela est inhérent à l'usage abusif d'alcool au volant. Donc, nous venons proposer les éthylotests pour impacter positivement, sinon réduire le nombre d'accidents. La consommation abusive de l'alcool est la première cause de mortalité sur les routes. Selon l'Office de sécurité routière OSER, le seuil annuel de 6 000 accidents de la route, en moyenne, occasionne plus de 11 000 blessés pour environ 600 décès. L'absence d'éthylotest dans un véhicule sera sanctionnée d'une amende de première catégorie selon l'OSER. La campagne de sensibilisation a commencé depuis le mois de décembre 2012 pour appeler à la prudence en cette période de fête de fin d'année. À Ananda, dans le département de Daoukro, 14 comités de lutte contre les feux de brousse ont été installés. Leur mission, mettre fin à la destruction des forêts et des biens par ces feux de brousse. À Ananda, sous-préfecture de la région du Ifou, 14 comités villageois s'engagent à lutter efficacement contre les feux de brousse et ses effets désastreux. Ce que nous voyons, qui est la régression de notre patrimoine forestier. Par rapport à cela, il faut agir. Il faut agir parce que chaque année, ce sont des milliers de cultures qui disparaissent. Ce sont les habitats de nos animaux qui disparaissent. Mais si les habitats disparaissent, c'est que les animaux également se reculent davantage et disparaissent également. Et donc c'est pour ça que l'installation de ce comité vient à point nommé. Pour que tous les villages soient sensibilisés. Pour qu'à Ananda, cette année, il n'y ait pas un seul feu. Les ONG de protection de l'environnement et les cadres d'Ananda apportent leur caution aux actions de l'État sur le terrain afin de mettre fin à ces fléaux aux conséquences désastreuses. Un arrêté sous-préfectoral et des kits ont été remis aux membres du comité. Ce comité est en mission pour préserver cet héritage naturel et faire de la destruction des biens par les flammes à Ananda un lointain souvenir. À l'étranger, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, 94 ans, hospitalisé pour une infection pulmonaire, va mieux officiellement. Il a même reçu la visite du président Jacob Zuma et des membres de sa famille. Il a pu passer la fête de Noël à l'hôpital. Il a dû passer la fête de Noël à l'hôpital. Le Tour d'Afrique en bref nous amène tout d'abord au Nigeria, en proie à une attaque. 30 personnes blessées dans un incendie à Lagos.
Le feu a touché au moins 9 immeubles de Jankara, un quartier densément peuplé de la mégapole nigériane. D'après les autorités, l'incendie semble avoir débuté dans un entrepôt de stockage des feux d'artifice. Il a provoqué une forte explosion. Celle-ci a poussé certains habitants pris de panique à sauter par les fenêtres de leurs appartements. Publication par l'agence de presse mauritanienne Sahara Media d'une nouvelle vidéo d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. AQMI accuse Paris de bloquer les négociations en vue de la libération des 4 Français qu'il retient en otage depuis un peu plus de 2 ans. La branche maghrébine d'Al-Qaïda ne donne pas de détails sur ses exigences. Abou Zaid, un de ses dirigeants, se contente d'affirmer que les 4 Français enlevés à Arlit au Niger sont jusqu'à présent vivants. Cette vidéo est mise en ligne quelques semaines après celle adressée à AQMI par le frère de l'un des 4 otages français. La présidence sud-africaine assure que Nelson Mandela a bon moral. Le héros de la lutte anti-apartheid, hospitalisé depuis 2 semaines et demie à Pretoria, a reçu le jour de Noël son épouse, sa famille et le chef de l'État Jacob Zuma. D'après ces illustres visiteurs, les médecins sont satisfaits des progrès réalisés par Tata Madiba. De nombreux Sud-Africains continuent de souhaiter un prompt rétablissement à leur ancien président, aujourd'hui âgé de 94 ans. Je vous donne lecture de ce communiqué de la Commission électorale indépendante dans le cadre de la tenue des élections législatives partielles du 3 février 2013. Le président de la Commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance des candidats titulaires et suppléants que la période de réception des dossiers de candidature débutée le 15 décembre 2012 prendra fin ce samedi 29 décembre 2012 à 17h. Par conséquent, la CEI invite les candidats à prendre toutes les dispositions utiles pour le respect de ce délai. Ces élections législatives partielles qui se dérouleront le dimanche 3 février 2013 concernent les circonscriptions électorales suivantes. Numéro 42 Koumassi commune, numéro 86 Bangolo, Gouo Zagnan, Kayen Zarabayon et Zou commune et sous-préfecture. Numéro 102 Boguedia, Issia et Tapegia commune et sous-préfecture. Numéro 125 Chepo, Didoko, Nebo et Ogoudou commune et sous-préfecture. Divo sous-préfecture. La CEI invite les candidats à visiter son site internet www.ceici.org pour de plus amples informations. C'est signé le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur RTI 1 et à demain 20h.